mai dernier, j'étais tombée sur un post Reddit qui contenait la vidéo d'un homme qui essayait de boire de l'eau. Vidéo qui d'ailleurs depuis a été supprimée. Donc j'ai gardé ce screen, je l'avais screené à l'époque. Et cette vidéo, elle était similaire à celle que je vous ai mise en introduction. Et en regardant la vidéo, je connaissais pas du tout le contexte, j'ai pensé à un cas extrême d'hydrophobie, à savoir la peur de l'eau. J'avais entendu des témoignages de gens qui avaient peur de l'eau de la douche, par exemple, ou qui avaient peur de s'approcher de la mer. Mais avoir peur de boire de l'eau ou ne pas pouvoir en boire, j'avais jamais entendu parler de cas aussi extrêmes. Donc je voulais savoir le pourquoi du comment, et comme le post Reddit était en anglais et que mon anglais il est assez approximatif, j'avais pas du tout compris justement le pourquoi du comment. Alors j'ai lu les commentaires pour essayer d'en savoir plus, et il me disait « le pauvre » et dire qu'il va mourir, ou encore « c'est comme un mort vivant » ou encore « se dire qu'il est mort peu de temps après, c'est triste ». Et là je me suis dit « mais pourquoi ils me disent ça ? Au pire du pire ». Il suffirait de lui faire des perfusions pour l'hydrater et c'est réglé, quitte à en faire toute sa vie. Mais ce qui m'avait le plus étonné, c'est que les commentaires parlaient d'une mort imminente, alors que l'homme avait l'air en pleine forme. Et là, j'étais complètement perdue. Et comme en titre du post Reddit, il y avait écrit « Rabies », et donc je suis partie regarder la traduction et j'ai découvert que « Rabies », ça veut dire « rage ». Et donc, cet homme était atteint de la rage. Et là, tout s'est éclairé. Et je savais qu'on pouvait en mourir, oui, mais je ne connaissais pas ce symptôme vis-à-vis de l'eau. Ça a piqué ma curiosité, j'ai fait quelques recherches et c'est comme ça que j'ai découvert que dans certains pays, pour détecter la rage, avant même de se lancer dans une batterie d'examen, on présente de l'eau aux patients. Parce que la simple vue de l'eau peut provoquer des hauts le cœur, des spasmes, en avaler demande un effort terrible et l'eau est parfois même expulsée par l'organisme. D'où la réaction du pauvre homme en introduction et dans la vidéo du post Reddit. Et ce n'est pas tout, il y a un autre symptôme qui est assez spécial, c'est l'aérophobie. C'est la crainte exagérée et irrationnelle de l'air frais, des courants d'air et du grand vent. Donc on a la même réaction que par rapport à l'eau, mais en l'occurrence par rapport à l'air. Et à ce stade de la maladie, c'est effectivement la mort assurée. Elle intervient généralement dans les 3 à 10 jours plus tard. Donc, l'homme de l'introduction de la vidéo Reddit était effectivement condamné. Et ce qui m'a le plus impacté, je vous mets les liens vers les vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse, c'était leur regard. C'est quand même assez particulier de voir le regard d'une personne qui découvre, comme ça, du jour au lendemain, qu'elle va mourir la semaine d'après, et l'intensité de leur regard, alors même qu'ils restaient dignes, ils ne pleuraient pas ou autre, ça m'avait vraiment marqué. Et d'ailleurs, je précise qu'il faut que la maladie soit à un stade avancé, à savoir que le virus ait atteint le cerveau. C'est à ce moment que les premiers symptômes apparaissent, et donc c'est à ce moment qu'apparaît cette réaction à l'eau. À ce stade, le taux de mortalité est de 100%. Je vous parlerai en fin de vidéo des 5 exceptions répertoriées à ce jour dans le monde. Mais si une personne atteinte de la rage est prise en charge rapidement, elle est soignable. Et il peut se passer plusieurs jours, semaines, voire mois, sans que n'apparaissent les premiers symptômes. Et donc à ce stade, il est encore temps d'agir, mais après, c'est fini. Et j'ai découvert que concernant l'homme du screen, donc du post Reddit, si son cas a intéressé d'éminents spécialistes, c'est parce qu'il a été infecté de manière assez inhabituelle. La plupart du temps, la transmission se fait par un animal infecté, soit par morsure, soit par griffure, ou si l'animal vous lèche une muqueuse, comme par exemple une plaie, donc par un contact direct avec la salive infectée de l'animal. Mais concernant l'homme du screen, ce n'est rien de tout ça. Alors on ne sait pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'il a 48 ans, qu'il est vietnamien, qu'il travaille dans le bâtiment et qu'il était en pleine santé juste avant son admission à l'hôpital d'Hanoï. Du moins, il pensait être en pleine santé. À son arrivée, il se plaignait d'avoir les bras engourdis et douloureux. Il était pris de sortes de convulsions. Il a vu sa libido grimper en flèche et puis était apparu ce rejet de l'eau. Alors les médecins ont vérifié si c'était bien la rage avec le fameux test de l'eau. Ils ont eu la confirmation qu'il était bien atteint de la rage et ce, à un stade incurable. Donc les médecins lui ont demandé s'il avait été attaqué par un animal récemment. Mais l'homme a répondu que non. Mais il a expliqué avoir trouvé quelques jours plus tôt un chien mort sur la route. Il venait de se faire écraser par une voiture, alors il
il a décidé de le ramasser pour le manger plus tard. Bon, je sais que ça se fait dans certaines régions du monde, mais je voulais savoir si c'était le cas au Vietnam. Je me suis dit que c'était peut-être pas le cas au Vietnam, donc je me suis renseignée auprès de Google. J'ai tapé « mange-t-on des chiens au Vietnam ?» Réponse de Google, je cite « Chaque année, on estime que 10 millions de chiens et de chats sont capturés pour leur viande au Cambodge, au Vietnam et en Indonésie. La majorité de ces animaux sont arrachés à leur foyer ou sont errants et capturés dans les rues. » Donc, oui, là où vit cet homme, on mange bien du chien, mais j'ai aussi lu que c'est la pauvreté qui pousse certains à prendre les carcasses sur les routes, comme l'a fait cet homme. Et d'ailleurs, mini story, je me souviens d'une femme qui racontait avoir été au marché alors qu'elle était en vacances en Asie, je ne sais plus dans quel pays, et elle avait eu tellement mal au cœur de voir des chiots destinés à être mangés dans un stand qu'elle avait décidé d'en sauver un. Elle voulait l'adopter, lui faire ses papiers, le ramener en France avec elle. Sauf que la pauvre, quand elle a choisi son chiot, le vendeur l'a pris et sans prévenir, il lui a le cou. Voilà, comme ça, juste sous ses yeux. Et je me souviens plus de la suite. Mais bon, j'avais cette petite histoire qui me revenait en tête. Donc, oui, ce monsieur a ramassé la carcasse d'un chien sur la route pour le cuisiner. Mais comme récemment des cas de rage avaient été signalés dans les environs, il avait pris soin de porter des gants au moment de le cuisiner et il avait également pris soin de retirer ses dents avec un couteau au cas où. Puis il l'a désossé et il l'a cuit. Mais on n'attrape pas la rage de cette manière. D'ailleurs, ils ont été plusieurs à manger de ce chien ce jour-là, mais lui seul a été contaminé, et s'il l'a été, c'est parce qu'il a été le seul à manger sa cervelle. Il l'a cuit à la vapeur, puis il l'a mangé. Voilà donc le pourquoi du comment. Le médecin a indiqué que quelques heures après son admission, il a été pris de fièvre, et il est devenu agité. La maladie a rapidement dégénéré les jours suivants. Il lui a donc été administré des soins palliatifs, mais se sachant condamné, il a fait le choix de s'en aller mourir chez lui, voilà, de rendre son dernier souffle auprès des siens, et il est mort 6 jours après cette vidéo. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, j'ai complètement compris les commentaires sous la vidéo Reddit, et je me suis aussi dit, imaginez, vous allez à l'hôpital, et on vous annonce que la semaine prochaine, et vous êtes en bonne santé, hein, c'est fini. Et c'est pareil pour les proches, qui eux aussi apprennent dans la foulée que du jour au lendemain, leur proche va mourir. Et dans le cas de cet homme, ça veut dire que ses proches ont assisté à son agonie avec cette particularité de savoir presque avec une précision d'orfèvre quand il va rendre son dernier souffle, puisque c'est entre 3 et 10 jours. Ce qui veut dire que tu as entre 3 et 10 jours pour dire adieu à ton père, ta mère, ton oncle ou peu importe. Et j'ai voulu savoir dans quelles conditions il était parti. À quoi ont assisté ses proches ? Et j'ai bizarrement, et naïvement d'ailleurs, commencé par faire mes recherches sur YouTube, moi qui habituellement préfère les sources écrites. Erreur fatale. L'une des premières suggestions, c'était la vidéo d'un enfant qui en était au même stade de la maladie. Et là, autre choc, pas une seconde j'avais pensé aux petits. Alors que oui, c'est évident, ça concerne pas que les adultes. Et ça m'avait brisé le cœur. Et donc, ma recherche m'a amené à l'histoire de cet homme. Il m'a intéressé parce qu'il a la particularité d'être le premier dont l'évolution de la maladie a été filmée. C'était en 1955 à l'Institut Pasteur en Iran. Et même si le fameux remède de Louis Pasteur existait depuis 1885, il était loin d'être démocratisé comme c'est encore le cas d'ailleurs dans certaines régions du monde. Et cet homme était lui aussi condamné puisque les premiers symptômes cliniques étaient apparus, donc ça voulait dire que le virus avait atteint le système nerveux central. Donc le but de ce film, qui était purement scientifique, il avait pour vocation à former des étudiants en médecine à travers le monde, ce n'était pas de sauver le patient, mais de filmer et documenter l'évolution de sa maladie. Et c'est donc dans ces conditions que les personnes que vous avez vues en vidéo sont parties. Exception faite, j'imagine, des quelques soins palliatifs qui ont dû leur être administrés. Sur le film médical, l'âge de l'homme n'est pas précisé. Et je dirais qu'il est âgé en peut-être une vingtaine d'années, fin vingtaine, début trentaine. Je ne sais pas. Il est dit qu'il est originaire du village de Sané, en Iran, et qu'il a été attaqué au niveau de l'arcade sourcilière par un loup porteur de la rage.
Il est dit qu'il a été le seul à avoir été infecté dans son village. Je ne vous mettrai que des screens pour des raisons évidentes. Sachez que la vidéo est en barre d'infos. Donc voilà, lorsqu'on place cet homme dans une chambre d'hôpital, il sait qu'il va mourir dans quelques jours. Et je vous le dis tout de suite, il est décédé 5 jours après son admission. C'est dire comme les choses sont allées vite. Il est dit qu'à son admission, les premiers symptômes étaient à peine perceptibles. Et effectivement, sur les premières images, il a l'air en bonne santé. Il s'adresse au personnel soignant sans problème. Je précise que le film est muet, il n'y a que quelques indications écrites. Ensuite, il est expliqué que rapidement, il est devenu agité. Il est pris de spasmes. Ce sont des contractions musculaires incontrôlables qui ressemblent à un hoquet, mais ce n'est pas un hoquet, puisque ces contractions, au-delà d'être gênantes, sont aussi douloureuses. Et c'est en fait la gorge qui expulse violemment tout liquide qui entre en contact avec elle, y compris sa propre salive. À ce stade, le virus est présent en grande quantité dans la salive. Ce à quoi il faut ajouter un autre symptôme qui est l'hypersalivation. Donc, c'est très gênant, extrêmement répétitif, parce qu'on avale sa salive un nombre incalculable de fois dans la journée, en plus d'être douloureux. Et c'est ça qui le fait s'agiter. Donc on peut le voir en difficulté à chaque fois qu'il tente d'avaler sa salive. Puis sur les images suivantes, on le voit qui essaye de boire un verre d'eau. On voit bien que son corps est en alerte. Il a exactement la même réaction que la vidéo d'introduction, mais il réussit entre 2 convulsions à avaler quelques gorgées, mais il les vomit aussitôt. Sur les images d'après, il est de plus en plus fatigué. Ça se voit sur son visage, ses traits sont tirés et c'est surtout sa gorge qui a l'air de lui donner le plus de fil à retordre à ce moment-là. Sur les images suivantes, il est filmé en train de manger quelque chose de solide. Ça a l'air d'être un morceau de gâteau ou de tarte. Il avale une bouchée entre 2 spasmes, toujours émanant de sa gorge. Il doit par moments se redresser pour avaler, mais c'est bien plus facile que l'eau. Et cette fois, son organisme n'expulse pas ces quelques morceaux de nourriture, contrairement à l'eau. Image suivante, ses traits sont de plus en plus tirés, probablement à cause de la douleur, des spasmes, du manque de sommeil, d'hydratation, de nourriture, etc. Il a du mal à rester en place, il s'agite de plus en plus, mais à ce stade, il interagit encore correctement avec le personnel soignant. Sur les images suivantes, on peut voir que sa salive est devenue de la mousse et il n'est de toute évidence plus capable de l'avaler puisqu'il utilise un verre d'eau pour la recracher. Les convulsions sont toujours plus importantes et elle qui touchait sa gorge touche désormais l'ensemble de son corps ainsi que son visage qui se déforme comme s'il avait de très importants tocs. Sur les images suivantes, il est attaché au lit à cause de son agitation pour éviter qu'il ne se blesse. Et là, il a l'air comme ailleurs. Et je pense qu'il ne doit probablement pas être lucide à ce moment, ce qui est logique, puisque souvenez-vous, son système nerveux est toujours plus attaqué par le virus qui prolifère. Il semble comme regarder dans le vague, comme s'il fixait le plafond sans le fixer. Sur les images suivantes, ça devient beaucoup plus évident. Il semble alterner des moments de lucidité et des moments, je dirais, d'absence. Encore une fois, tout est dans le regard. Sur les images suivantes, il est lucide, mais il semble n'avoir plus aucune force. Il n'utilise plus de verre pour recracher la mousse qu'il bave, et le pauvre, il bave entre 2 spasmes. Puis arrive le 5e jour, c'est précisé dans le film. Il est dit que c'est quelques heures avant qu'il ne rende son dernier souffle. Il est là, allongé, le regard est fixe, inexpressif. Il regarde le plafond qui est situé juste en face de lui, avec toujours les mêmes symptômes que je vous ai décrits plus tôt, mais en encore plus exacerbés. Et c'est désormais un membre du personnel soignant qui lui essuie la mousse qui coule de sa bouche avec des morceaux de coton et à main nue, et il fait très attention à ne pas toucher la salive. Et contrairement aux autres fois, la présence du personnel soignant n'a aucun effet sur l'homme. Il est comme ailleurs, il est complètement inerte, il ne bouge pas, avec toujours son regard fixé vers le plafond, et il a l'air de plus pouvoir interagir avec qui que ce soit. Du moins, c'est une impression, puisque d'un coup, il se met à parler aux soignants entre 2 spasmes, mais sans le regarder. Et son regard continue de fixer le plafond. Sur les images suivantes, donc toujours le 5e jour,
Ses yeux se révulsent, il a toujours plus de mousse autour de la bouche, toujours ses convulsions à la gorge, toujours immobile, mais cette fois, il a donc du mal à garder les paupières ouvertes. Elles sont semi-ouvertes et il a l'air d'essayer de les ouvrir plus, mais ses paupières tombent à chaque fois. Puis il est filmé en plan large, là on voit qu'il est considérablement amaigri. Il était mince 5 jours avant, là il n'a plus que la peau sur les os, et ça me fait mal de dire ça, mais on dirait un cadavre. Et ce qui fait qu'on sait qu'il est en vie, c'est parce que ses yeux roulent vers le haut, et qu'il a toujours ses spasmes, et qu'il bave toujours plus de mousse. Puis arrive un gros plan sur son visage, ses yeux sont à moitié révulsés, et ses paupières à moitié closes. Ses lèvres sont devenues sèches, elles ressemblent à un sol aride, et elles sont presque blanches, donc la dégradation est extrêmement rapide, mais il arrive à parler. Sur les images d'après, il ne bouge plus à l'exception de ses convulsions, le regard vers le plafond, le regard est moins intense, il a les yeux à moitié ouverts qui continuent d'aller de haut en bas. Là, on le dirait mort, mais encore une fois, l'activité de son regard et ses spasmes montrent le contraire. À ce moment, un médecin s'approche de lui et touche ses paupières, puis sur les dernières images, probablement prises dans la foulée, le médecin écoute son cœur, fait bouger ses paupières et il constate qu'il n'a plus de peau. Il est mort dans cette même position, le regard semi-ouvert comme s'il regardait le plafond. Le médecin essaye en vain de baisser ses paupières, elles se rouvrent à moitié et pour terminer, le médecin le recouvre d'un drap. Donc j'ai trouvé cette fin particulièrement désolante et sachez que le patient est resté lucide jusqu'au bout. Ce qui veut dire que ces hommes avaient jusqu'au dernier jour été lucides, ce qui veut dire qu'ils se sont vus mourir. C'est un dépérissement fulgurant, implacable et total. Ce qui veut aussi dire que jusqu'au bout, ces personnes ont pu communiquer avec leurs proches, leur parler peut-être de leur douleur, peut-être de leur dernière volonté, profiter aussi surtout de ces derniers moments avec eux, qu'ils ont aussi dû parler de leur peur de mourir. Rappelons que 2 semaines avant, ils pensaient encore qu'ils avaient toute la vie devant eux, et ça veut aussi dire que leur père, mère, enfant, frère ont assisté à ces différentes étapes que je viens de vous décrire. Alors, j'ai imaginé la douleur psychologique et l'épreuve intense que ça a dû être, que ce soit pour le concerné ou pour ses proches, sentir la mort rôder, constater que c'est les derniers instants, et puis dans ces conditions. Et ça m'a permis, en réalité, d'avoir toute l'histoire de cet homme de 48 ans qui avait ramassé le chien. Et j'avais envie de vous parler d'une autre histoire que j'ai trouvée très intéressante. Sachez qu'à ce jour, donc, il n'y a que 5 personnes au monde qui ont survécu à la rage après l'apparition des symptômes cliniques. Et la toute première, c'était une adolescente de 15 ans en 2004. J'ai trouvé que son histoire, elle était vraiment belle. La contamination s'est passée le 12 septembre 2004 alors qu'elle assistait avec sa mère à une messe à l'église. Et avouez que c'est fou que la toute première survivante de la rage ait été contaminée dans une église. J'ai trouvé cette synchronicité d'événements assez incroyable, quasi divine. Donc pendant la messe, une chauve-souris s'est introduite dans l'église. Elle allait de fenêtre en fenêtre dans l'espoir de trouver une sortie. Alors les paroissiens l'ont frappée avec des livres de chansons chrétiennes et des chapeaux. Puis une fois assommée, elle a été poussée du pied dehors, sur le palier de l'église, à l'entrée, juste en haut des escaliers. Et cette scène avait fait de la peine à Jana, qui est la fille en question. Elle a voulu à la fois aider la chauve-souris. Elle savait qu'en se réveillant, elle allait probablement être achevée si elle s'en allait voler dans l'église. Et elle voulait aussi éviter une nouvelle panique chez les paroissiens. Alors elle s'est levée pour la mettre plus loin pour qu'elle puisse s'envoler dans le ciel plutôt que dans l'église. Elle l'a donc prise par le bout des ailes, persuadée qu'ainsi, même si la chauve-souris se réveillait, elle n'allait pas pouvoir la mordre ou la griffer. Elle s'est trompée puisque la chauve-souris s'est réveillée et a croqué son index gauche avant de s'envoler. Jana a aussitôt montré la morsure à sa mère. Elle était plus petite qu'une tête d'épingle. Sa mère l'a alors nettoyée avec du peroxyde d'hydrogène, mais elle ne l'a pas emmenée voir un médecin parce qu'elle était convaincue qu'une chauve-souris ne pouvait pas transmettre la rage à l'homme. Elle avait lu qu'elle était transmise de la chauve-souris aux animaux, type chien, raton laveur, et que eux seuls pouvaient la transmettre à l'homme. Et statistiquement, et je ne le savais pas, elle avait raison. De 1, même si les chauves-souris sont le foyer infectieux de la rage, seul 1% d'entre elles sont porteuses du virus.
Et de 2, le virus chez la chauve-souris est moins adapté à l'homme que lorsqu'il transite par un autre mammifère. Donc, quand bien même il y a morsure de chauve-souris atteinte de la rage, la transmission du virus est rare parce qu'il est dans une forme où il ne s'accroche pas à l'homme. Le virus ne devenant généralement redoutable qu'en transitant par un autre animal. Mais il y a des exceptions. Et manque de bol pour Jana, elle a tristement défié toutes les statistiques. Alors, elle n'est pas allée chez le médecin. Or, en cas de morsure, le vaccin doit impérativement être administré dans les 7 à 10 jours après l'infection. Il se compose de 5 injections administrées sur une période de 14 jours. Et dans le cas de Jana, c'est 3 semaines plus tard que les premiers symptômes sont apparus. Ils étaient similaires à la grippe, elle ne s'est pas alertée plus que ça. Puis elle a eu des picotements à la main gauche. Puis presque 1 mois jour pour jour après la morsure, du 11 au 15 octobre, elle a commencé à se sentir nauséeuse et fatiguée. Elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire et elle commençait à avoir des sortes de malaise, elle voyait trouble. Alors, elle a décidé avec sa mère de se rendre à l'hôpital. Sa mère était paniquée à l'idée que sa fille ait la rage. Mais les médecins lui ont dit qu'il n'y avait rien à craindre vu que la transmission par une chauve-souris est rare. Donc Jana avait eu l'autorisation de rentrer chez elle. Sauf que dès le lendemain, les symptômes ont commencé à s'aggraver. Alors elle a été emmenée aux urgences. À son admission, elle a raconté son histoire, mais comme les médecins étaient persuadés que c'était pas la rage, à cause, encore une fois, des faibles probabilités de transmission du virus à l'homme par une chauve-souris, eh bien ils ne l'ont testé que pour le virus du Nil occidental, pour celui de la méningite, ainsi que pour celui de la maladie de Lyme. Et les tests étaient revenus négatifs, alors elle avait été autorisée à rentrer chez elle. Mais dès le lendemain, elle a été prise de tremblements, de vomissements et son corps commençait à devenir rigide. Le 18 octobre, son pédiatre lui a rendu visite et il lui a demandé à quoi elle aurait pu être exposée. Sa mère a parlé de la chauve-souris et lui a réagi immédiatement. Il a appelé l'hôpital pour enfants du Milwaukee et elle y a été emmenée en ambulance. Et par chance, dans cet hôpital, il y avait un médecin qui avait fait des recherches sur la rage. Alors il a demandé à la maman s'il pouvait tester sur sa fille son protocole expérimental. Et sachant sa fille condamnée, parce qu'à ce stade, elle avait 100% de chances de mourir, eh bien la mère a bien évidemment accepté. Et ce protocole a marché. En 7 jours, le virus avait disparu, grâce à ce qui sera appelé plus tard le protocole de Milwaukee. Et donc voilà comment Jana a survécu, alors que statistiquement, elle n'avait aucune chance de survie. Et il est rare de pouvoir parler de miracle, mais là, encore une fois, avec 0% de chance de survie, on peut véritablement parler de miracle. Et d'ailleurs, Jana est devenue mère de famille et puis elle attribue sa guérison à la fois à Dieu et à la fois à la science. Mais sachez que la survie en cas d'apparition des premiers symptômes de la rage reste extrêmement rare. Et elle n'est possible que si le patient est jeune. Il faut qu'il soit adolescent ou enfant. Mais pas que. Le patient ne doit pas être immunodéprimé et il ne peut survivre que si le virus a été transmis par une chauve-souris. À ce jour, jamais personne n'a survécu dans le cas d'une contamination par un autre animal. Et le protocole de Milwaukee n'a été jugé efficace que dans 25% des cas, dans les conditions que je viens de vous citer, ce qui veut dire que les hommes que je vous ai montrés étaient eux de toute façon condamnés. Sachez qu'en janvier 2018, c'est un adolescent brésilien de 14 ans présentant des symptômes cliniques qui a survécu grâce au protocole de Milwaukee après avoir été mordu par une chauve-souris. C'était là le 5e survivant. Il y a eu une autre ado, Mateus dos Santos da Silva, 14 ans, c'était en novembre 2017. Elle avait été mordue en même temps que ses 2 frères et sœurs par une chauve-souris vampire et c'est la seule à avoir survécu grâce au protocole qui n'a pas marché sur ses frères et sœurs. Je ne vais pas tous vous les faire. Sachez simplement qu'à ce jour, seulement 5 cas de rage humaine ont été guéris après l'apparition des symptômes cliniques. Il ne s'agissait que d'adolescents ou d'enfants. Il y en a eu 2 aux États-Unis en 2004-2011. Il y en a eu 2 au Brésil en 2008 et j'ai pas noté la date mais c'était le plus récent. Et un dernier en Colombie en 2008. Voilà. Sachez que je ne suis pas rentrée dans le détail sur la maladie en elle-même, ce n'était pas le but de la vidéo, il existe des formes différentes avec des symptômes différents
Et comme je suis loin d'être une spécialiste, eh bien je vous invite à vous renseigner par vous-même. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Oui, c'était une vidéo très différente des autres et promis, la prochaine fois, je vous ferai du pur true crime. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce type de sujet assez différent, mais notez quand même qu'il y a bien eu un criminel dans cette vidéo, mais qu'au lieu d'être une personne, eh bien c'était un virus. Voilà. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. Si notre travail vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Nous sommes présentes sur toutes les plateformes. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.